Bonsoir, c'est Alexandra. On me demande de parler de mon parcours médical, de cette pathologie de naissance tellement difficile. C'est difficile et surtout je le fais ni pour angoisser, ni pour encourager de jeunes gens ou de jeunes filles qui seraient dans ma situation. Mais j'entends tellement de mensonges dispensés par des médecins peu scrupuleux qui ne leur disent pas la vérité. Je vous rappelle que ma pathologie, nommée à l'époque le pseudo-hermaphrodisme congénital primaire, est une pathologie de naissance. J'étais donc dans un état d'hybridation totalement asexué avec une inversion des chromosomes, mon karyotype étant XXY et des éléments des deux sexes sur moi-même. Rien ne pouvait fonctionner. C'est un cas bien sûr très différent de jeunes gens, de jeunes filles qui se trouvent aujourd'hui totalement fonctionnels et qui ont juste un questionnement identitaire. Rien ne justifie que l'on mutile un être humain pour un problème qui peut être résolu par de la psychanalyse. Ce jour-là, mon père arrivera à la campagne et expliquera que le docteur qui me suivait, j'avais donc 17 ans et 8 mois, n'est-ce pas, avait dit qu'il était temps pour moi de rejoindre la capitale et d'intégrer le protocole d'État pour commencer mon parcours de soins. À vrai dire, j'ai été prise de court, je n'y pensais plus. Mon grand-père est rentré dans une rage incommensurable, d'une violence contre son propre fils, donc mon père, en lui disant « Pourquoi tu veux envoyer ma petite fille au couteau ?» Lui faire encourir tous ces risques. Si moi et Mémé, nous avons pu accepter, ne serait-ce pas plutôt toi et ton épouse qui, par souci de convention, voulait la mettre de force en conformité conventionnelle. Donc, cette génération-là, qui à la base aurait dû être plus sceptique, avait compris et accepté mon propos. Mon père expliquera que leur souci à eux était tout simplement de me permettre d'être équilibré, en harmonie, et de pouvoir, plus tard, quand ils ne seraient plus là, vivre de façon heureuse et, je dirais, conventionnelle, une vie de femme. Même si, effectivement, je n'aurai jamais certaines facultés. Et il dira à mon grand-père, la décision lui revient à elle, et uniquement à elle. Nous ferons comme elle le décide. Je demanderai quelques mois de plus de réflexion. Et je dirai un jour à mon grand-père que ma destinée était là, et qu'il fallait que j'accepte, et que j'aille jusqu'au bout des choses. À contre-cœur, il me laissera partir à Paris. Et il me dira au moindre doute, au moindre souci, je viens te chercher immédiatement. Dès que possible, je retournerai voir mon grand-père et ma grand-mère, jusqu'à la fin de leur existence. Ils assisteront, enfin, ils auront connaissance de certaines de mes opérations, mais pas de la toute dernière, puisqu'ils étaient à cette époque-là tous les deux partis et décédés. Après des mois et des mois de suivi, le grand jour est arrivé, si on peut dire le grand jour. Mon père m'accompagnera à la clinique jusqu'au bord de l'ascenseur qui allait descendre dans les sous-sols au bloc opératoire. Lui et moi, nous savions que j'avais une chance sur 3 de décéder, tellement l'opération était difficile. J'ai regardé mon père droit dans ses yeux et je lui ai dit « Papa, on dit que Dieu rassemble toujours les gens qui s'aiment. À très vite, papa. » Ma mère m'avait simplement dit « Fais ce que tu as à faire. » C'était dur, mais elle avait raison. Je suis remonté après 18 heures de bloc opératoire et 3 anesthésies générales prolongées. J'étais vidé de ma substantifique moelle. J'avais une plaie béante entre les jambes. Toute mon insouciance, tous mes souvenirs
avait été effacé. Je n'étais plus la même personne. Cela prendra des mois et des mois, voire des années pour me reconstruire et accepter cette mise en conformité brutale. Le lendemain de l'opération, je me lèverai toute seule de mon lit, au péril de faire sauter les fils du néo-vagin. Je marcherai dans le couloir. Le chef de la clinique me raccompagnera immédiatement à mon lit. Ils me feront une piqûre, je refuserai même la morphine. Je ferai mes soins post-opératoires avec des infirmières. Des soins qui étaient au-delà du supportable au niveau de la souffrance. Mais je ne disais rien. Pour tout le monde, j'étais courageuse. J'étais une patiente modèle et disciplinée. Personne jusqu'à aujourd'hui, puisque je vous le dis, n'avait compris qu'en mettant cet implant dans ce néo-vagin en permanence, quelle que soit la douleur, c'était une tentative désespérée de refermer la plaie. Je n'avais accepté en aucun cas cette opération. Quelques jours après, je sombrerai dans un statut de régression mentale infantile, d'un statut d'une jeune femme de 26 ans. Je me retrouverai psychologiquement dans celui d'une adolescente de 12 à 13 ans, avec des comportements borderline, de l'anorexie mentale. Les psychiatres se succéderont à mon chevet pour me rééduquer de façon accélérée et que je puisse à nouveau réagir comme une jeune femme de mon âge. Ça a échoué et puis ils ont réussi. Aujourd'hui, je fais ce témoignage à vif pour bien faire comprendre que c'est une opération extrêmement difficile, qui est irréversible, et que même dans le meilleur des cas, avec toutes les précautions, avec un travail psychiatrique de plusieurs années, entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Et que quand vous êtes confronté à cette réalité-là, vous pouvez sombrer à tout moment dans le désespoir. Certaines de mes amies se sont même donné la mort, tellement cette réalité nouvelle leur était insupportable, au-delà de toute réussite chirurgicale. Quand tout sera cicatrisé, je comprendrai très vite qu'il s'agissait d'une mise en conformité d'usage, que j'avais quitté un statut A, asexué, pour aujourd'hui un statut B, asexué également, mais qui me permettrait d'être en harmonie et d'avoir des papiers officiels féminins. Jamais rien ne pourra se passer. J'apprendrai à vivre avec cette nouvelle définition, à l'accepter, à l'apprivoiser. Seul l'amour de mon mari me permettront de déclencher au niveau cérébral de la sensualité et du plaisir, parce que c'est lui et qu'on s'aime. Pour le reste, je ne vais pas vous mentir. Il n'y a rien. C'est le vide et le néant le plus total. Je sais que d'autres vous diront l'inverse. Mais moi, je ne souhaite pas vous mentir. Je souhaite rétablir une certaine vérité et bien vous faire comprendre que quel que soit votre choix qui vous appartient, il faut que vous sachiez exactement à quoi vous pouvez vous attendre. Je vous remercie de votre écoute. Alexandre.